Si demain vous faisiez arrêter par la Gestapo, vous feriez quoi? La jeune femme dont je vais vous parler aujourd'hui s'est fait arrêter 2 fois, a été torturée, mais malgré tout n'a jamais parlé. Elle a même écrit un poème pendant l'une de ses incarcérations disant qu'elle préférerait mourir plutôt que de balancer qui que ce soit. Mais avant de commencer, je sais que vous savez, mais pensez quand même à vous abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Attention, ça marche que si vous activez toutes les notifications. Allez, maintenant installez-vous confortablement, montez le son. C'est parti pour l'histoire incroyable de Marianne Cohn. Marianne Cohn est née le 17 septembre 1922 à Mannheim, une ville industrielle du sud-ouest de l'Allemagne. Elle y passe son enfance avec sa sœur Lisa, qui a 2 ans de moins qu'elle. Ses parents, Alfred et Margaret, sont 2 jeunes universitaires d'origine juive, mais en 1928, après que son père ait dû arrêter ses études d'histoire de l'art n'en ayant plus les moyens, la famille Cohn déménage pour aller habiter à Berlin. Son père travaille d'abord comme réceptionniste, puis rejoint l'usine GmbH de Berlin, avant d'être engagé en 1931 comme directeur de la fonderie et fabrique de machines C. Henry Hall, Nachfolger Karl Eichler, GmbH, dont il devient copropriétaire. Marianne, elle, est scolarisée dans un collège de Berlin de 1932 à 1934. Elle est dans l'ensemble une plutôt bonne élève, elle a de bonnes notes en allemand, géographie, mathématiques, biologie, français, ainsi qu'en couture. Ouais, vous avez bien entendu. À l'époque, ils apprenaient la couture au collège. Plutôt classe, non? Si j'avais pu avoir quelques cours, j'aurais peut-être moins de problèmes avec mes chaussettes aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Au collège, donc, elle a de bonnes notes, sans pour autant être excellente. En revanche, pour ce qui est de l'enseignement religieux juif qu'elle suit en parallèle, elle obtient les meilleures notes. En 1933, très peu de temps après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, Karl Eichler, le copropriétaire de l'usine avec son père, se fait arrêter pour des raisons politiques. On sait ce que ça veut dire, hein. Ça veut juste dire qu'il n'était pas d'accord avec Hitler. Et à l'époque, c'était plutôt simple. Si tu n'étais pas d'accord avec Hitler, c'était dans le train, direction camp de concentration. Karl Eichler est donc déporté et emprisonné dans un camp de concentration situé à Oranienburg. Le père de Marianne, craignant de subir le même sort, décide de prendre la fuite et part chercher du travail en Tchécoslovaquie dans un premier temps, puis à Paris. Marianne reste avec sa sœur et sa mère, puis après qu'elle obtienne son certificat de fin d'études le 28 mars 1934, la famille vend ce qu'ils peuvent comme meubles et abandonne leur appartement de Berlin le 31 mars 1934. Les filles et leur mère partent rejoindre le père de Marianne à Paris, puis après quelques jours, toute la famille prend la direction de Barcelone, où ils logent dans une pension qui abrite les réfugiés juifs, la Villa Erna. Marianne et son père rejoignent en tant que bénévoles l'association culturelle Judia, qui se consacre entre autres à l'aide aux réfugiés juifs de la ville. Et les 2 sœurs sont inscrites dans une école suisse de la capitale catalane. Mais en 1936, lorsque la guerre civile espagnole éclate, Marianne et sa sœur sont renvoyées à Paris chez un de leurs oncles. Elles n'y restent pas longtemps car en juillet 1937, leurs parents envoient les filles à Berne en Suisse où elles sont séparées et placées dans 2 familles d'accueil différentes. En avril 1938, quand les permis de séjour de Marianne et Lisa expirent, la famille se réunit de nouveau à Paris, mais les parents sont cette fois-ci arrêtés et internés au camp de Gurs, un camp situé dans les Basses-Pyrénées où sont emprisonnées les personnes fuyant l'Espagne après la prise de pouvoir du général Franco. Les 2 sœurs sont prises en charge par les éclaireurs israélites de France et sont envoyées dans une ferme de l'Aveyron, puis dans un centre du Tarn. Alfred et Margaret, les parents, sont finalement libérés et rejoignent leur fille en mai 1941. Et c'est à ce moment-là que Marianne fait ses premiers pas dans la résistance. Elle se met d'abord au service du centre de documentation juive, dirigé par Simon Lévite, et aide en tant que secrétaire. Puis, de septembre 1942 à janvier 1944, elle participe à la création du mouvement de la jeunesse sioniste, aussi appelé MJS. Ce réseau procure des caches et des faux papiers aux enfants juifs menacés d'arrestation et de déportation. Son objectif principal est de sauver les enfants en les faisant passer en Suisse. Il travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec le réseau des éclaireurs israélites de France. Souvenez-vous, c'est le réseau qui avait pris en charge Marianne et sa sœur quand leurs parents se sont fait arrêter. Dans un premier temps, Marianne est rattachée au service social du mouvement et en tant qu'assistante sociale, son rôle est d'aider à placer les enfants. Mais elle est arrêtée et incarcérée à Nice en 1943 à la suite de l'arrestation de son camarade, Jacques Losner. Les conditions de sa détention sont un petit peu floues, mais on peut supposer qu'elle a été passée à tabac plus d'une fois parce que c'est pendant cette première incarcération qu'elle aurait écrit son fameux poème « Je trahirai demain » que je vous lirai en fin de vidéo. Et elle aurait aussi déclaré « N'oubliez pas de liker cette vidéo ». Malgré tout, après 3 mois éprouvants, Marianne est libérée et aussitôt sortie, elle intègre à sa demande le service du passage clandestin des enfants à Aix-les-Bains, organisé par Emmanuel Racine alias Mola.
Elle est d'abord une simple assistante chargée de surveiller les enfants avant leur départ pour la Suisse, mais elle intègre peu de temps après l'équipe dite des convoyeurs en janvier 1944, après que Mila Racine, la sœur de Mola, soit arrêtée et déportée. De janvier à mai, elle organise et encadre le passage de pas moins de 9 groupes d'enfants. Et le 31 mai 1944, Marianne prend en charge un nouveau groupe pour ce qui sera son dernier voyage. Le groupe est constitué de 32 enfants, âgés de 3 à 19 ans. Ils arrivent de Limoges par le train et, après avoir passé une nuit à Lyon, on finit par arriver à Annecy. C'est là que Marianne les prend en charge. Tout le groupe monte dans un bus à destination de la frontière suisse, aux abords de laquelle les enfants doivent être pris en charge par des passeurs et passer la frontière à pied. Le camion atteint la petite ville de Viry, la traverse et s'arrête à la sortie, à l'embranchement de la route du Fort, leur point de rendez-vous. Les enfants commencent à descendre, mais alors que les passeurs arrivent en vélo, une voiture allemande, occupée par 4 militaires nazis, déboule de nulle part. Personne n'a jamais vraiment su s'il s'agissait d'un hasard malchanceux ou d'une dénonciation, mais la deuxième option est privilégiée dans la mesure où aucune patrouille allemande ne passait habituellement dans le coin. Les 4 nazis descendent de leur voiture et se mettent à tirer en l'air. Marianne essaye de leur faire croire qu'ils se rendent à une colonie de vacances toute proche, mais les militaires n'en croient pas un mot, arrêtent l'ensemble du groupe et emmènent tout le monde à Annemasse, à l'hôtel Pax. Cet hôtel, également surnommé Hôtel Terminus, a été transformé pendant la Seconde Guerre mondiale en prison par la Gestapo et a vu passer entre le 8 septembre 1943 et le 18 août 1944 plus de 1500 détenus. Lieu de torture et d'exécution sommaire, la plupart de ceux qui s'en sortent vivants sont ensuite envoyés dans des camps de concentration. Ne faisant pas exception à la règle, Marianne, les enfants et le chauffeur du bus sont interrogés et tabassés pendant toute la nuit. Le lendemain, le chauffeur est libéré et les plus jeunes enfants, grâce à l'intervention du maire d'Annemasse, Jean Defoe, lui aussi un héros de la Résistance, sont placés dans une colonie catholique à la paroisse Saint-Joseph. Marianne, qui a dissimulé son identité et se fait passer pour Marie Collin, reste enfermée avec les 12 adolescents du groupe. Elle cache aussi bien évidemment le fait qu'elle ainsi que tous les enfants sont juifs, et c'est d'ailleurs ça plus l'intervention du maire Defoe qui a permis aux enfants les plus jeunes de quitter cet horrible endroit. Les 12 adolescents, eux, vont passer plus de 2 mois dans cette prison, aidant les Allemands pour les corvées du quotidien, et ils assistent depuis leur cellule aux traitements inhumains infligés aux prisonniers, dont celle qu'ils appellent leur grande sœur, Marianne Cohn, qui malgré la torture ne parle pas. Le MJS, avec l'aide du maire Defoe, met en place un plan pour la faire s'évader. Il prévoit de la faire hospitaliser et, une fois à l'hôpital, d'envoyer une équipe pour la faire s'échapper. Ils préviennent Marianne avec un petit billet qui entre clandestinement dans la prison par l'intermédiaire du second Defoe, mais elle refuse. Les Allemands, pas dupes, se doutent bien qu'elle risque de tenter de s'échapper et ils l'ont mise en garde, ils lui ont promis que si elle le faisait, ils exécuteraient les enfants. Marianne sait que ce ne sont pas des paroles en l'air et quand bien même elle sait pertinemment le sort qui lui est réservé, elle décide de rester. Elle écrit à son chef « Tu sais, j'ai pourtant le temps de réfléchir, mais je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé. Et je n'hésiterai pas une seconde si tout était à recommencer. » Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, la Gestapo de Lyon envoie une équipe à Annemasse pour sortir de leur geôle 6 prisonniers, dont Marianne Cohn. Alors qu'elle passe devant la cellule des enfants, l'une des filles, pensant que Marianne va être transférée dans une autre prison ou déportée, lui propose de lui donner sa brosse à dents. Marianne, en souriant, lui répond que là où elle va, elle n'en aura pas besoin. Le lendemain matin, alors que les Alliés sont sur le point de libérer Annemasse, les Allemands abandonnent la prison et prennent la fuite. Les 12 enfants sont libérés, ils sont emmenés en Suisse, au camp du bout du monde, à Genève, où ils sont tondus, photographiés et internés. Pour eux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ils font une grève de la faim et sont rapatriés en France au bout d'une semaine. C'est à ce moment-là qu'ils apprennent ce qu'est devenue Marianne Cohn. La nuit où elle a été sortie de sa cellule, elle n'a absolument pas été transférée. Les soldats allemands ont emmené le petit groupe de prisonniers dans un bois, non loin de là, et les ont battus à mort, à coups de bottes et à coups de pelle. Les corps sont retrouvés dans un charnier de Ville-Lagrand quelques jours plus tard et sont complètement méconnaissables. Le corps de Marianne ne sera d'ailleurs identifié que grâce à l'une de ses chaussures. Marianne Cohn, du haut de ses 22 ans, a contribué à résister à la barbarie nazie. Avec son réseau, elle a sauvé en 1944 240 enfants en les faisant passer en Suisse. Elle a été décorée de la Croix de guerre 1939-1945 avec une étoile d'argent, décernée à titre posthume le 7 novembre 1945 par le gouverneur militaire de Lyon, ainsi que de la médaille de la Résistance française, décernée à titre posthume le 15 juin 1946. Lors de son enterrement, un enfant se présente auprès de Madame Jeanne Lachivet, alias la Reine-Mère, du groupe Guédoud de la MJS de Grenoble, et lui remet une lettre. En l'ouvrant, celle-ci découvre le poème de Marianne Cohn, « Je trahirai demain ». Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas.
Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis. Pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie. Pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Ça me donne des frissons de lire ce poème. Le courage et l'abnégation de personnes comme Marianne Cohn, ça force le respect quand même, non? Dans le même genre, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande d'aller regarder l'histoire de Joseph Berle, lui aussi un monsieur au courage incroyable. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo, et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des histoires à me suggérer, vous pouvez le faire dans mon subreddit, je laisse le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Salut!